Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un autre épisode a priori diffusé sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Laure pour notre deuxième épisode. Il va nous parler du Myanmar et de sa situation politique actuelle. J'aimerais ça commencer, Alexandre, par une petite description de toi-même. Qu'est-ce que tu fais, genre tes études, pourquoi tu connais-tu autant sur le Myanmar? C'est quoi tes recherches là-dessus? Premièrement, bonjour, merci, merci de m'avoir invité. Je suis très content. Donc, Alexandre Laure, je suis un étudiant en sciences politiques à la maîtrise à l'Université Laval. J'ai écrit un mémoire, puis je me spécialise sur les dynamiques transnationales des conflits, des guerres civiles plus précisément, puis sur le lien entre la violence politique et la création des identités, ou le renforcement de ces identités-là. Donc, le Myanmar, c'est une passion pour moi. C'est pas mon sujet de maîtrise. En fait, je me spécialise sur le conflit kurde, mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de projets de recherche sur le Myanmar en compagnie de professeurs, d'assister à beaucoup de conférences sur le sujet. Donc, j'ai vraiment une passion pour ça qui s'est développée. Puis, je considère que c'est un conflit qui est plus qu'important duquel il faut absolument parler parce que c'est une crise majeure de laquelle, dans les médias francophones, on ne parle pas du tout. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pourquoi, moi, en tant qu'étudiant à la maîtrise, je me considère comme un acteur qui peut parler du conflit? En fait, je suis membre de plusieurs chaires et centres de recherche, notamment la chaire de leadership en enseignement Roméo Dallaire sur les conflits et la paix durable de l'Université Laval. Vous viendrez nous voir, venir nous faire une visite si ça vous intéresse. Je suis aussi membre de l'Observatoire des droits de la personne du Cerium de l'Université de Montréal. Puis à travers cette affiliation-là, j'ai eu la chance d'écrire pas plusieurs, mais quelques articles que je considère assez intéressants et un chapitre de livre sur le Myanmar auprès du professeur Alexandre Pelletier, qui parle justement de l'implication de la Chine dans le conflit au Myanmar à travers son alliance avec la United Wa-State Army, qui est aujourd'hui le plus puissant groupe armé du pays, qui a une influence majeure sur le développement de toute la situation actuelle. Là. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus tard. Merci pour cette présentation, Alexandre. Bon, première question pour commencer, pour mettre en contexte, j'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi le contexte historique du Myanmar? C'est pas un pays, mais comme tu as dit, on n'en parle pas vraiment dans les médias francophones de ce pays-là. Il y a peu de gens qui ont même entendu parler de ce nom-là. Donc, c'est quoi ce pays-là? Ça sort d'où? Pourquoi c'est comme aujourd'hui? Donc, le Myanmar, on va commencer géographiquement. C'est un petit pays d'Asie du Sud-Est qui partage des frontières avec le Bangladesh, l'Inde à son ouest, et avec la Chine, le Laos et la Thaïlande à l'est. Donc ça lui donne une position totalement stratégique, énormément stratégique. Justement, sa position entre la Chine et l'Inde a fait que ça a toujours été un carrefour de conflits. Puis c'est une région où il y a énormément de passages maritimes, puis énormément de ressources naturelles. Donc, même aujourd'hui, là, ça reste quelque chose de particulièrement important. En termes de géographie, c'est une géographie qui est dichotomique, si on veut. On a un centre qui se trouve autour de la vallée de la rivière l'Irrawaddy, qui est une très longue rivière qui traverse le Myanmar, puis des périphéries montagneuses. Puis en fait, ce centre et ces périphéries-là sont habités par des groupes ethniques distincts. C'est un pays de 55 millions d'habitants qui est extrêmement divisé ethniquement. En fait, en 1985, il y a 135 ethnies qui ont été reconnues, groupes ethniques qui ont été reconnus par la junte militaire au Myanmar. 135, c'est un nombre énorme. Ah, vraiment. juste au Canada, on n'en a pas autant, puis ça fait déjà des problèmes. Exactement. Comme dit professeur Pelletier, mon directeur de maîtrise, le Myanmar, c'est un peu comme le Canada, mais avec 8 Québec à l'intérieur. Donc, des fois, ça peut être tendu.
population multiethnique, on a un groupe majoritaire, très majoritaire en fait, les Bamars, qui habitent le centre du pays, la vallée de l'Irrawaddy, qui représentent 68% de la population du pays. Puis, dans les montagnes, on retrouve en fait les minorités qui représentent disons, au maximum 10%, entre 4 et 10% de la population du pays. Je t'arrête. Les Bamars, c'est quoi leur ethnie? C'est quoi qui les distingue? Ce qui les distingue, en fait, il y a pas énormément de différences ethniques en soi, mais c'est plutôt au niveau de la religion. Les Bamars sont à majorité bouddhistes. Puis, les minorités ont souvent des religions différentes, notamment soit musulmanes, dans le cas des Rohingyas, qui représentent 2,8%, pas 2,8%, 2,8 millions de personnes dans le monde, ou surtout des chrétiens, si on prend par exemple les Karen ou les Kachin. Parmi les autres minorités qui sont importantes, on retrouve les Shan, par exemple, qui occupent l'est du pays, et les Kachin, justement, qui sont dans le nord du pays. OK. C'est ça, géographiquement, là, le pays, là, il est entre quel et quel pays, déjà? Il se retrouve entre deux grands géants, entre l'Inde et la Chine. C'est ça sa position. Entre l'Inde et la Chine, c'est OK. C'est une position assez délicate. Hein? Assez délicate. Puis, en fait, cette position assez délicate-là, elle a été causée en grande partie à cause des Britanniques, puis de l'origine coloniale du Myanmar. En fait, à travers le 19e siècle, on sait que les Britanniques étaient en train de conquérir l'Inde au complet à travers sa compagnie. Puis, au début du 19e siècle, ils se sont engagés à travers le Bengale à envahir les pays qui représentent aujourd'hui le Myanmar, le royaume des Bamars. Ça a duré ça a duré quasiment à 100 ans, en fait, la conquête du Myanmar. Puis ça n'a jamais été totalement conquis, si on veut. Les montagnes étaient très indépendantes et très autonomes par rapport au centre. Donc, c'est en fait la cristallisation des identités sous les Britanniques, puis la division du pays, si on veut, à une administration duelle, un centre qui est très centralisé, puis des périphéries autonomes, qui ont causé aujourd'hui les problèmes dans le pays, puis les problèmes d'identité, notamment. Donc, les divisions qu'il y avait à l'époque de la colonisation anglaise ont encore lieu aujourd'hui? Sont en très forte majorité continuées, oui, exactement. Puis les doléances n'ont jamais été prises en compte, même depuis 1948 à l'indépendance. OK, on a vraiment des gros problèmes là-bas. Hein? Oui, mais ça n'a pas empêché le pays, par contre, de devenir indépendant par lui-même, en 1900, par lui-même. Assez par lui-même, si on veut, en 1948. Puis en fait, c'est une des premières démocratisations du pays. Il n'y en aura pas beaucoup. Ça a été guidé par un leader politique très important du Myanmar, un Bamar qui s'appelle Aung San. Puis ça, en fait, Aung San, pour des personnes, ça peut sonner une cloche. C'est le père de Aung San Suu Kyi, qui est aujourd'hui la leader du mouvement pro-démocratique au Myanmar, qui l'a été historiquement, en fait, depuis les années 90. OK, quand même assez intéressant. Il y a une continuité à travers les générations. Oui, exactement. Puis, quand on parlait de crise ethnique, de relations tendues entre les minorités et les Bamars, très tôt dès l'indépendance, en fait, les minorités n'ont pas accepté totalement d'être sous la domination des Bamars, qui voyaient en fait l'organisation sociale, et ils avaient voué beaucoup d'énergie à créer un type de fédéralisme. Il y avait une promesse à la première conférence de Panglong pour un modèle fédéral, mais finalement, ça a été un petit peu... ça a été du blabla. Ils ont pas rendu les services... ils n'ont pas rendu autant d'autonomie qu'ils avaient prévu aux minorités aux frontières. Fait que ça a causé beaucoup de doléances auprès des minorités qui, justement, par exemple, perdaient leur système éducatif autonome, étaient obligés d'être éduqués en Bamar et surtout, en fait, étaient, si on veut, assimilés à travers des organisations bouddhistes.
Donc ça causait beaucoup de problèmes d'identité. Donc dès 1949-1950, on remarque les premières rébellions à l'intérieur du Myanmar avec les Karen, par exemple, et les Kachin. OK. On peut quand même voir que s'il y avait un système fédéral, ça aurait quand même pu éviter beaucoup de problèmes si chaque ethnie avait pu gérer ses propres affaires, mais on voit que malheureusement, le système central était trop avide de pouvoir. Oui, souvent quand on est une colonie avant, c'est difficile de justement trouver la bonne balance entre minorité et majorité. Puis ça date aussi de l'organisation de l'armée. Dans l'armée, la majorité des postes étaient dévoués à des minorités. Fait que justement, le premier point de conflit qui est arrivé, c'est quand les Bamars, qui sont devenus majoritaires dans le pays, ont pris le contrôle de l'armée. Ben nécessairement, ça crée des doléances au niveau des minorités qui perdent leur poste historique, si on veut, de défense. Puis à partir de ce moment-là, ça fait justement que les anciens officiers de l'armée qui avant étaient de l'armée britannique, ben maintenant retournent auprès de leur minorité puis fomentent des rébellions. Donc ça met un peu gros le problème. feu aux poudres. Oui, exactement. Ça commence déjà à l'indépendance. Oui. Puis c'est justement l'incapacité des gouvernements successifs de mettre fin à ces rébellions-là qu'en 1962, on a le premier coup d'État du Myanmar qui est fomenté par le général Ne Win, qui est un général, en fait, qui a combattu les Karen et un peu toutes les minorités du Myanmar pendant des années, qui était tanné de la gouvernance de UNU, qui était assez démocratique, si on veut. Puis c'est ça la première... Excuse-moi, UNU? Oui. UNU. C'est une place, ça? Non, c'est un politicien, en fait. Ah, ok, excuse-moi. C'est lui qui dirigeait le pays. J'avais compris que c'était démocratique, c'est pour ça que... Ouais. Fait que c'est ça, 1962, première alternance, première junte militaire au Myanmar. Puis en fait, en pensant que ça allait améliorer les choses, Ne Win a pris le pouvoir, mais finalement, ça les a aggravés. En 1962, lui, il décide que le bouddhisme devient la religion nationale du pays, ce qui fait que toutes les minorités qui sont pas bouddhistes, nécessairement, se sentent lésées dans leurs droits. C'était genre 30%, quelque chose dans le... C'est exactement ça. Puis ça fait beaucoup de monde. C'est niaiseux, en plus. C'est pas niaiseux. C'est des personnes qui habitent dans les montagnes, dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure pour se rendre dans les montagnes. Donc, c'est des rébellions en forêt. C'est des combats qui sont extrêmement difficiles pour une armée. Donc, c'est pas facile d'atteindre ces rébellions-là. Non, c'est clair. Ouais. On va parler... Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la démocratie que la junte militaire. Fait que je vais faire une transition rapide sur les deux processus de démocratisation qui ont eu lieu en 1990 puis en 2010 pour, en fait, qu'on se rende à la situation actuelle. Pourquoi on en est ici? 1990. En fait, 2 ans auparavant, il y a eu un mouvement au Myanmar qui s'appelle le 88-88, qui a été nommé à cause de sa date. Ça a été le 8 octobre. Pas le 8 octobre. Le 8 octobre 88? Ouais. C'est ça? 8 octobre, oui, c'est ça. 88. Puis en fait, ce mouvement-là, c'est un grand mouvement populaire à travers le pays qui a commencé avec des étudiants. Finalement, c'est vraiment une grande insurrection dans le lowland Myanmar, si on veut, dans la vallée de l'Irrawaddy. Puis, la junte militaire était plus capable de contrôler, malgré sa répression, la rébellion. Donc, elle a promis un passage à la démocratie dans les 2 ans. Puis, donc, c'est des étudiants qui ont parti une grosse rébellion. C'est des étudiants qui ont parti une grosse rébellion comme ça. Et une leçon pour les étudiants de l'Université Laval. Quand on veut, on peut, on dirait. on veut des revendications, on est capable. Puis, ça l'a porté fruit parce que Aung San Suu Kyi, qui venait visiter son père mourant, en fait, a été mise comme... c'est devenu la représentante du mouvement démocratique au Myanmar. Son parti politique, la National League for Democracy, la NLD, a battu à plat de couture le parti politique des militaires aux élections de 1990. Les militaires, nécessairement, se sentaient menacés, donc ils n'ont pas reconnu les élections. Ils ont mis Aung San Suu Kyi en arrêt à la maison.
Puis ils ont refait un coup d'État en faisant une promesse que le retour à la démocratie serait rapide. Finalement, ça aura pris 20 ans OK, au total. on est dans le classique là, qu'on apprend dans nos cours d'introduction à la politique. Là, Exactement. coup d'État, promesse de démocratie, mais finalement, ça arrive pas. Exactement. C'est un cas d'école de Promissory Coup. Non, En 2010, par contre, on a enfin un retour à la démocratie après la signature d'une nouvelle constitution qui blinde les militaires. En fait, les militaires ont quasiment pas de chance de se faire renverser ou de perdre leurs intérêts dans le pays. Par exemple, 25% des sièges à l'Assemblée est dédié au Parti des militaires, assuré, peu importe le résultat des votes. Puis, pour faire un changement à la Constitution, ça prend 75% et plus. Ça prend OK, donc ils se sont vraiment assurés... Ouais, ils se sont assurés un droit de veto, en fait. Donc, dans le fond, c'est ça, ils font des élections, mais c'est juste après ça être assuré que ça soit à leur avantage, sinon il n'y en aurait pas fait. Donc, d'un autre côté, c'est jamais démocratique. C'est quand même plus démocratique. Parce comme on le verra, en 2015, malgré qu'en 2010, il y a eu une victoire du Parti des militaires, en 2015, Aung San Suu Kyi, encore, la même, gagne les élections avec son parti politique. Puis, même, en fait, a gagné les élections en 2020 aussi. Okay. Donc, deux alternances successives, si on veut. Puis, c'est exactement cette situation-là. Les militaires, malgré qu'ils se sont donné des pouvoirs, malgré qu'ils ont vraiment fait attention pour conserver leurs intérêts à l'intérieur du pays, se sont finalement sentis menacés. Donc, retour le 1er février 2021 de la junte militaire sous le nouveau nom du SAC, State Administration Council, puis retour des combats à grande échelle. Puis pour la première fois dans l'histoire du Myanmar, ces combats-là se passent en même temps au niveau des minorités ethniques et des Bas-Morts, en fait. On a une double rébellion en ce moment. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le pays. Je suis pas sûr de comprendre. Tu dis qu'il y a une rébellion entre les Bas-Morts contre la junte militaire et après les minorités contre la junte militaire aussi. Exactement. Normalement, quand il y avait une rébellion, par exemple en 88, c'était seulement les Bas-Morts qui s'étaient soulevés, pas les minorités ethniques. Puis d'un autre côté, quand les minorités ethniques étaient soulevées, ben souvent les militaires étaient capables de contrôler les Bas-Morts au centre. Donc là, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit une alliance. Que les deux s'entendent. Exactement. On a une alliance entre les Bas-Morts rebelles du centre et les minorités ethniques aux périphéries. C'est vraiment particulier comme situation. C'était vraiment pas content. C'était vraiment pas content. Puis justement, là, ça mène à une situation qu'on a des nouveaux acteurs qu'on n'a jamais vus, puis qui se sont alliés aux anciens acteurs qui ont caractérisé la scène politique du Myanmar historiquement. OK, donc justement, t'as vu venir ma prochaine question, justement, c'est quoi ces acteurs-là? C'est qui ces nouveaux acteurs qui sont arrivés pour rejoindre les Bas-Morts et les minorités contre la junte militaire? Donc, il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer d'être bref, pas trop me perdre, mais je vais me concentrer sur 6 acteurs spécifiques. Okay. Pour le premier, nécessairement, on retrouve la junte militaire, qui est aujourd'hui dirigée par un monsieur qui s'appelle Min Aung Hlaing. Excusez mon bas-mort, mon bas-mort très approximatif. Puis en fait, ça, c'est un général qui a combattu dans le nord du Myanmar, le nord-est du Myanmar, depuis les années 90, si on veut. La junte militaire, aujourd'hui, son armée est de plus en plus faible. Okay. Les jeunes Bas-Morts veulent plus participer à l'armée. L'armée du Myanmar, en fait, a été considérée comme l'une des plus puissantes des pays d'Asie du Sud-Est. Donc, juste pour dire à quel point ça fait un gros clash entre les deux. Puis on retrouve justement souvent de nos jours le recours à la conscription puis aux enrôlements forcés pour garnir les bataillons. Quand je dis enrôlement forcé, en fait, c'est par exemple au point d'aller chercher des Rohingyas
population musulmane qui a été persécutée par la junte militaire, par l'armée du Myanmar en 2017-2018, OK. que la violence a atteint un niveau génocidaire qui a été reconnu par l'ONU. Maintenant, c'est ces jeunes Rohingyas-là qui sont enrôlés de force dans l'armée du Myanmar pour garnir les bataillons. C'est-tu juste eux qu'on va chercher pour garnir l'armée? Est-ce qu'il y a d'autres... Malheureusement, non. C'est de la conscription, les c'est seuls? partout, hommes, femmes. C'est vraiment une situation... l'armée du Myanmar semble très faible à ce niveau-là, au niveau du recrutement. Donc, ils vont chercher dans chacune des ethnies, c'est ça, je comprends? Chacune des ethnies où ils ont du contrôle, si on Ils veut. ont du contrôle. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. C'est Le ça, Myanmar a pas beaucoup j'avais de vu contrôle. justement que je pense que la junte a comme 40% du contrôle, contrôle 40% du territoire du pays. C'est sûr que ça varie, mais oui, effectivement, en ce moment, elle n'est pas en position de force. Pas du tout. Puis ça, en fait, c'est causé aussi par beaucoup de défections au niveau des soldats. Par exemple, juste hier, aujourd'hui, on a retrouvé 123 soldats qui essayaient de s'enfuir au Bangladesh, qui ont été rapatriés du Bangladesh au Myanmar. Au Myanmar à travers la frontière. Tu sais. Fait que c'est très actuel, là, ce que je vous dis. Ah, vraiment. Euh, Par contre, la junte militaire conserve une puissance particulière à cause des avions qui leur permettent de faire des bombardements sur les rebelles et surtout sur les civils. Pourquoi c'est important de faire de la violence? Pourquoi la violence contre les civils est rationnelle dans une guerre civile? En fait, c'est pour empêcher les civils de soutenir les rebelles. Donc, quand tu es une junte militaire, tu veux t'assurer qu'une population se rebelle pas, ben, tu essaies de rendre le coût de la mobilisation tellement élevé que ces populations-là vont pas essayer de se rebeller. Donc, comment tu fais ça? En bombardant, par exemple, des villages, des écoles, des sites militaires ou pas militaires ou civils, peu importe. En faisant des bombardements discriminés. On fait un peu d'économie. Le coût de renonciation est plus élevé que qu'est-ce qu'on a en participant à la guerre. Quoi. c'est sûr, moi je suis pas économiste, mais oui, effectivement. Puis après, on en voit un peu. Donc, c'est exactement ça qui arrive. Puis, par exemple, si je peux donner un exemple de bombardement, la ville de Lashio, qui se trouve, qui est la capitale en fait du nord du Shan State, a été bombardée aujourd'hui. Un quartier résidentiel a été bombardé pour aucune raison, si on veut. aïe. Puis la Chine a donné 3 avions à la junte militaire du Myanmar et beaucoup d'essence pour faire ces bombardements-là avec des bombes de 500 livres. Là, c'est vraiment des choses atroces. Là. D'un autre côté, on va passer maintenant aux forces rebelles. On a les PDFs, qui sont les People's Defense Forces, ou les Pro-Democratic Forces, parce que ça dépend des appellations. C'est un peu... En fait, c'est pas un acteur, mais c'est plutôt un amalgame d'acteurs, un amalgame de groupes, une pléthore de groupes, souvent associés à des groupes ethniques plus forts, qui les entraînent, qui leur donnent des armes. Puis en fait, leur seul lien... c'est l'allégeance au National Unity Government, le parti d'Aung San Suu Kyi. Donc, il faut pas considérer que c'est un acteur uni qui agit selon... c'est comme une coalition. Là. Ça peut être un peu plus comme une coalition d'acteurs, oui, si on veut. Puis, en fait, eux, c'est les Bamars qui sont partis de la vallée de l'Irrawaddy. C'est des jeunes Bamars souvent très éduqués aux études, qui ont fui le contrôle militaire de la junte pour aller faire la rébellion dans les périphéries du Myanmar, dans les montagnes. Après, on retrouve au niveau des armées ethniques qui sont plus vieilles, plus puissantes souvent, on retrouve l'alliance des 3 fraternités. En fait, c'est ces 3 principaux groupes, ces 3 groupes extrêmement puissants au Myanmar, qui ont organisé des combats, les offensives depuis octobre dernier, qui est l'offensive qui a été nommée 10-27. C'est encore par rapport à la date? C'est encore par rapport à la date. Le 27... là, on est octobre. 27 octobre. Tantôt, je me suis trompé. Ah, le 8 mois, c'est le mois d'août aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, on est le 27 octobre, ça a commencé. Ça a duré jusqu'en janvier. Ils ont pris énormément de territoire. Ça a recommencé un peu plus tard en mai, cette année. Puis, en fait, ça s'est terminé, ça vient tout juste de se terminer sous pression chinoise. Puis, on peut
la junte du Myanmar a réorganisé une contre-offensive qui est en train de perdre. Fait les combats sont pas terminés, mais clairement, ça va être plus difficile pour la junte encore. Pour ça, la coalition est composée de 3 groupes. Le Myanmar National Democratic Alliance Army, le MNDAA, qui est considéré comme un groupe pro-chinois dans le nord du Myanmar. L'Arakan Army, qui combat surtout dans l'État Rakhine, dans le sud-ouest. Puis la Taang National Liberation Army, qui est un groupe aussi dans l'est du Myanmar. OK, donc on voit qu'il y a beaucoup de groupes rebelles. Il y en a énormément. C'est vraiment une mosaïque. Pas se retenir, non, exactement. D'autres groupes importants, justement, parlant de la quantité de groupes rebelles, on a la Kachin Independence Army, qui se bat depuis 1960 à peu près, Karen National Liberation Army, la Shan State Army North and South, parce que c'est 2 groupes différents, qui n'ont pas la même puissance, qui n'ont pas les mêmes alliés, pas les mêmes intérêts. Et je veux pas faire non plus trop d'histoire sur les groupes armés du Myanmar, mais il y en a un en particulier, le dernier non le moindre, duquel je veux parler, en fait, c'est la United Wa State Army, que j'ai mentionné au début. Ouais, c'est un gros, celle-là. C'est pas juste un gros, là. On parle de 30 000 soldats extrêmement bien équipés. C'est le plus puissant groupe armé du Myanmar, en fait. Il tient sa puissance de son origine. Il était à l'intérieur du Communist Party of Burma, qui était un parti pro-communiste chinois qui était financé par la Chine, qui recevait des armes de la Chine dans les années 60. Qu'en 1989, le Communist Party of Burma éclate, la United Wa State Army fait un coup à l'intérieur du CPB, puis prend le contrôle des armes, des dépôts d'armes, fait que possède déjà une force militaire incroyable. Puis aujourd'hui, politiquement, c'est le dirigeant de la Federal Political Negotiation and Consultative Committee, le FPNCC, qui regroupe les sept plus puissants groupes armés du Myanmar, qui représentent à peu près 80% des forces rebelles du pays. Donc c'est vraiment un acteur incontournable, autant militairement que politiquement. Puis, en fait, ce qui caractérise la relation la force du UWSA, c'est sa relation avec la Chine, qui, aujourd'hui, en fait, le UWSA, c'est la seule conduite d'armes pour les groupes rebelles au Myanmar. Puis, c'est aussi le seul acteur, l'acteur le plus puissant qui a les meilleures relations avec la Chine dans le pays. OK. Ouais. On pourra en parler encore plus. Après la pause, il va falloir prendre une petite pause. Donc, vous écoutez a priori, sur les ondes de Chiz, on vous retrouve après la pause. À tout de suite. Rebonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'A priori sur Chiz 94.3. Nous sommes de retour avec Alexandre Laure qui nous parle de la situation politique actuelle au Myanmar. Pour continuer notre discussion, je voulais savoir, tu as dit que tu étais étudiant en sciences politiques, mais nous, on est étudiants en affaires publiques et relations internationales. Donc, ce serait fun de savoir un peu plus l'impact sur les relations internationales, ce conflit-là au Myanmar. C'est quoi l'impact avec les pays aux alentours ou même plus loin? En fait, il y a énormément d'impact. Les externalités négatives du conflit au Myanmar sont durables, durent depuis longtemps et seront durables à long terme. Je vais en nommer quelques-uns. Premièrement, on va commencer avec les déplacements de population. Comme je disais au début, le conflit au Myanmar est caractérisé, ou le Myanmar est caractérisé par une vallée centrale et des périphéries. Les rébellions se passent dans les périphéries. Qu'est-ce qu'on trouve dans les périphéries d'un pays? Ben, des frontières. Puis, en effet. Quand il y a des combats qui sont proches des frontières, qu'est-ce que les populations font?
ils se réfugient de l'autre côté de la frontière. Donc, ça n'a pas été rare, en fait, dans l'histoire du Myanmar que les minorités ou les groupes ethniques minoritaires se réfugient de l'autre côté de la frontière, où souvent, en fait, il y a des dynamiques transnationales. Fait que, par exemple, les personnes du Kokang ressemblent à des Chinois et parlent chinois, donc ils se réfugient en Chine. Même chose avec, par exemple, les Rohingyas. Mandarin, parle mandarin. C'est ça, hein? Parle mandarin. Pour ceux qui nous écoutent, excusez-nous si ça vous a dérangé. Par exemple, les Rohingyas, qui sont à majorité musulmane, vont se réfugier au Bengale où ils retrouvent des populations musulmanes. Donc, je vais nommer 3 exemples. Premièrement, en fait, le plus important, pas le plus récent, mais le plus important en termes de nombre de population, c'est en 2017, lorsqu'il y a le génocide des Rohingyas, lorsque l'armée du Myanmar brûle les villages, organise vraiment une entreprise d'extermination des Rohingyas qui habitent en fait le nord de l'État Rakhine, qui est à la frontière avec le Bangladesh. Juste pour dire, en fait, en 2017, il y a 750 000 réfugiés Rohingyas qui se rendent au Bangladesh, qui traversent la frontière. C'est un des plus grands camps de réfugiés au monde. Sinon, le plus grand. Il faudrait que je revérifie mes chiffres. 150 000 personnes. C'est énorme. Là. Ça fait beaucoup de place. C'est comme si on rajoutait un Québec dans un pays pauvre. C'est ça que ça veut dire. En termes de ressources, là, c'est vraiment immense. C'est énorme. Juste pour tirer un peu la chose, il y a seulement 23% des 2,8 millions de Rohingyas qui habitent encore au Myanmar en 2024. Fait que ça, c'est pour dire, il y a des minorités, par exemple, en Malaisie, il y en a dans quelques pays musulmans aux alentours, mais il y a seulement 23% de la population qui habite encore là. Donc, c'est un mouvement de population immense, avec des personnes qui se retrouvent dans des pays où leurs droits sont pas nécessairement respectés. Ils se retrouvent dans du trafic d'humains, par exemple, ou dans du nouvel esclavage. C'est vraiment pas des populations qui sont bien où ils sont. Deuxième exemple. Une grande communauté de Karen en Thaïlande. Les Karen habitent le sud du Myanmar, à la frontière avec la Thaïlande, qui est très longue, en fait. Le Myanmar, c'est comme s'il y avait une jambe, si on veut, à son est. C'est un peu comme le Chili, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme si on mettait un petit Chili, un petit Chili en dessous du Myanmar. Okay. C'est ça qui arrive avec la Thaïlande. Il y a une grande communauté de Karen qui a subi des combats dans les années 90-2000, qui a dû fuir vers la Thaïlande, qui a créé des camps, en fait, avec des conditions précaires, même chose. Puis même les Thaïs, les personnes, les Karen qui ont réussi à être accueillis par les Thaïs, sont souvent dans des situations précaires, des emplois très précaires. Donc on voit que les minorités ils ont la vie dure. Là, c'est ça. Il fait pas bon vivre en tant que réfugié en Asie du Sud-Est, si on veut. C'est pas une situation facile pour eux. Finalement, d'autres combats aussi, je nommais les Kokang tantôt. Ça, c'est dans le nord du Myanmar, nord-est. C'est le groupe duquel a émané le MNDAA, que j'ai nommé plutôt un des trois groupes du TRI, de l'alliance des trois fraternités. En fait, en 2017, la junte militaire du Myanmar a bombardé beaucoup de villages dans le nord-est du pays, puis il y a 50 000 personnes qui ont traversé la frontière. OK, un autre mouvement encore. Un autre mouvement énorme. Là. On se rend pas compte à quel point c'est beaucoup de monde, 50 000 personnes. C'est fou. Ils sont allés en Chine. Puis ils ont été rapatriés un petit peu plus tard pour la majorité. 2021, retour des conflits. On peut dire aussi, en fait, que c'est justement le retour de ce genre de mouvement de population-là. Il y a énormément de déplacés internes au Myanmar, par exemple. Puis on peut pas dire que il reste beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fui pour aller s'instruire ailleurs, par exemple. OK. Retour du conflit rime aussi avec augmentation de la production et de l'exportation de drogue, qui est quelque chose, en fait. La drogue au Myanmar a commencé particulièrement sous les Britanniques, nécessairement, mais sous le Kuomintang et le groupe nationaliste chinois. C'est la guerre civile chinoise, en fait, qui a débordé
au Myanmar, dans l'État Shan. Puis le Kuomintang, pour se financer, a commencé la production massive d'opium. Donc là, aujourd'hui, les groupes armés qui opèrent dans l'État Shan, par exemple, sont pris, si on veut, sont assez contents d'être pris avec ça, mais ont hérité de ces champs d'opium-là, de cette production immense d'opium, et ont réussi à réinventer leur production de drogue pour produire, par exemple, la méthamphétamine. OK, donc il y a eu de la production d'opium qui s'est élargie jusqu'au Myanmar. Exactement. En fait, le Myanmar a été et est proche d'être le pays a été dans les années 80 le pays qui produit le plus d'opium au monde. Après, il a été remplacé par l'Afghanistan. Il a été redevenu le pays qui en produit le plus, puis là, maintenant, en fait, les drogues les plus rentables sont les méthamphétamines. Donc, c'est ce qui est produit en majorité au Myanmar. C'est surtout plus facile à exporter que de l'opium. Donc, c'est sous forme de petites pilules, les pilules Yaba, qui sont produites, par exemple, par le UWSA, qui a un territoire à la frontière avec la Thaïlande. Donc, il produit ces pilules là-bas, exporte vers la Thaïlande, puis toute cette drogue-là sera en Asie du Sud-Est et partout dans le monde, ce qui crée un fléau atroce là, pour les Thaïs, notamment, là, qui vivent avec ça. OK. Beaucoup de drogue dans une guerre civile. Jamais bon, ça. C'est jamais bon. Ça augmente la durée des guerres civiles. Ça a été démontré, ça je peux vous le dire. Nouvelle menace transnationale aussi. Les groupes armés, ils ont quelque chose de particulier. Ils sont capables de se réinventer quand ils ont besoin de financement. Ah. Ils sont extrêmement efficaces pour ça. Ils sont extrêmement efficaces pour créer des réseaux de crimes organisés. Nouveaux crimes organisés, des centres d'hameçonnage en ligne. Les groupes armés utilisent les armes pour contrôler un territoire, puis après sous-louent le territoire à des groupes criminels pour que ces groupes criminels-là organisent des centres d'hameçonnage. OK, le UWSA... Ouais, mais il faut pas... Est-ce que c'est plus des criminels ou des militaires? On peut se poser la question. Ça, c'est un énorme débat dans la littérature sur les conflits civils. C'est sûr que par moment, je te dirais, ils ont été caractérisés comme Speed Tribe en 2002 parce qu'ils produisaient tellement de drogue et exportaient tellement de drogue. Donc, c'est certain qu'il y a toujours la ligne est mince entre narcotrafiquants ou criminels armés puis groupes armés qui a des revendications politiques. Mais ça serait je pourrais en parler pendant 1 heure, là, ça serait un autre débat, un autre épisode. Un autre épisode. Mais pour revenir au hameçonnage en ligne, le type d'hameçonnage qui a pris la place, en fait, des réseaux de gambling qui existaient avant la COVID, c'est le pig butchering. En fait, c'est un type d'arnaque qui sert à tenter de développer un lien de confiance avec la victime pour l'amener à investir dans une crypto-monnaie bidon. Donc, je sais pas si vous avez déjà reçu ce genre de texto-là, mais un numéro par rapport qui vous écrit, par exemple, « Hi, are you at work? » Ben, ça, dernièrement, en fait, il y a eu énormément de ce genre de courriels-là ou de textos-là. Ça, c'est probablement des groupes en Asie du Sud-Est qui vous envoyaient... une personne en Asie du Sud-Est qui vous envoyait ça. Puis parlant de personnes qui vous envoient ça, c'est pas des centres qui sont opérés par des personnes qui travaillent là-bas de manière volontaire. C'est des centres qui sont opérés à partir du trafic humain. Donc, quand je vous ai dit tantôt, énormément de mouvements de population fragile, mais c'est facile de se faire recruter dans ce genre de centre-là. Puis aussi, il y a tous les liens transnationaux. Il y a un type d'arnaque qui permet de rentrer du monde dans du trafic humain. C'est d'envoyer des offres d'emploi extrêmement lucratives. Faire venir la personne dans un pays, par exemple au Laos ou au Cambodge, lui enlever son passeport, puis l'amener dans un centre d'hameçonnage. Du monde comme nous, là? De partout dans le monde. Partout dans le monde. Aïe, ouais. C'est terrible. C'est terrible. Genre, c'est moi où plus on creuse, plus on parle de cette organisation-là, plus ça devient sale, dégueulasse, mauvais, genre, c'est... Oui, ben c'est ça, c'est le problème, mais malheureusement, c'est extrêmement lucratif. Quand on regarde les chiffres, par exemple, la United Institute for Peace, USIP, considère, avec ses estimations qui sont très conservatrices, 64 milliards de dollars en 2023. Puis, de ces 64 milliards-là, il y aurait 350 millions de dollars qui viennent du Canada.
Le Canada contribue. Le Canada contribue. Et- Tous les pays du monde, hein. Il y a personne qui est à l'abri de ce genre de hameçonnage-là. Puis c'est quand on parle justement de relations internationales puis de répercussions mondiales d'un conflit dans un petit pays, un petit pays Puis duquel qu'on on est parle même pas pas au du courant, tout, c'est ça? qu'on n'est même pas au courant, ben c'est ce genre de choses-là qui devrait venir en tête, là. Ouais, ça brosse quand même beaucoup d'argent en plus. Fait que là, c'est sûr que quand il y a autant de répercussions négatives, il y a des réactions des acteurs. Cette réaction-là, souvent, elle est mal coordonnée ou teintée politiquement. Donc, je vais commencer par le plus grand acteur, l'hégémon de la région, la Chine. La Chine, elle a une approche duelle. Comme j'ai dit tantôt, la Chine a une bonne relation avec le UWSA. Une très bonne relation avec le UWSA. Ah, Euh, pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire, et avec beaucoup d'autres groupes armés qui sont, par exemple, le MNDAA, qui sont très culturellement proches des Chinois. Donc, il leur donne du soutien nécessairement, en échange de certaines garanties sur le territoire, par exemple. La Chine veut, en théorie, la fin des combats. La Chine veut investir énormément dans le Myanmar pour pouvoir passer ailleurs que par le détroit de Malacca pour ses exportations. Donc, elle a la Two Ocean Strategy. En fait, elle veut développer, par exemple, un pipeline au Myanmar puis un port dans l'État d'Arakan pour pouvoir utiliser la baie de Bengale comme zone d'exportation à travers Yunnan, la province du Yunnan en Chine, plutôt que de passer par le détroit de Taïwan puis le détroit de Malacca qui sont très pro-américains, en tout cas selon la Chine. Selon la Chine, ouais. Donc, elle veut la fin des combats. Elle fait beaucoup de pression. Elle dit régulièrement qu'elle veut un retour à la démocratie au Myanmar. Cependant, la Chine soutient énormément la junte militaire. Comme j'ai nommé tantôt, 3 avions déjà cette semaine. Beaucoup d'essence à avion qui permettent de faire des bombardements sur des civils. Et qu'est-ce qu'elle veut vraiment, la démocratie? Pas certain. Elle veut surtout un État faible à sa frontière, puis elle veut un État qui est facile à négocier. Donc c'est facile à négocier avec une junte qui est en train de tomber. Ils ont Ouais. ils ont tout En à effet, perdre, hein. en fait. Ils ont tout à perdre. Puis, les groupes armés du Myanmar sont capables d'offrir les garanties suffisantes de protection des investissements de la Chine, en général, plus que la junte militaire en ce moment. Donc là, c'est presque le meilleur des deux mondes. Parce que la plupart des groupes armés qui sont proches de la Chine, proches de sa frontière, ont cessé les combats. Donc, leçon de la journée. Quand vous faites affaire avec la Chine, comme on dit en bon québécois, c'est sûr qu'il y a une crosse là-dedans. Ça vous aidera pas. La Chine, elle veut la démocratie? J'en doute. Dans ce cas-ci, en tout cas, je ne veux pas généraliser. Puis, justement, la Chine est tannée aussi des exportations de drogue sur son territoire et du hameçonnage. Donc, elle mobilise ses troupes à la frontière pour essayer de fermer ses centres de production de drogue et ses centres d'hameçonnage-là le plus possible. Ou elle fait affaire avec les groupes armés pour organiser des genres de petits bataillons qui s'en vont libérer les otages et après expatrier les personnes vers leur pays pour les Ok. juger parce que c'est des criminels nécessairement. Passer à la Thaïlande. Thaïlande, pays avec une très longue frontière avec le Myanmar, extrêmement difficile à politiser. La Thaïlande lutte aussi énormément contre le trafic de drogue et contre le hameçonnage. Puis en fait, justement, c'est ça la caractéristique principale de la Thaïlande, c'est ça. Mais malheureusement, aussi, elle joue un peu un double jeu. Les banques thaïlandaises sont utilisées pour faire des transferts d'argent pour vendre des armes à la junte militaire. Donc, quand il y a de l'argent à faire, hein, fait que c'est ça. Il y a toujours de l'argent, hein. Comme je parlais avec Nick Thibodeau dans le dernier podcast que j'ai enregistré la semaine passée. Oui, toujours. Et c'est comme avec les banques nationales, là, sont allés là en Sibérie juste pour faire comme une mission commerciale, là. C'est la même chose ici avec avec la Thaïlande et la Chine aussi. C'est sûr. Il y a toujours de l'argent en Il y a arrière. de l'argent à faire. Il y a de l'argent à faire. Je vais passer à mon prochain acteur, l'Inde. C'est un acteur, en fait, qui agit plutôt par rapport à... En fait, ils agissent tous par rapport à leurs intérêts, mais c'est l'acteur qui interagit le moins avec les groupes armés du Myanmar. C'est l'acteur, en fait, qui
focus sur la militarisation de sa frontière pour éviter que le conflit encourage ces minorités sur son territoire à se rebeller. Donc, au Myanmar, à l'ouest du pays, le long de la frontière, qui est immense avec l'Inde, il y a une minorité qui s'appelle les Chin. Les Chin qui sont en ce moment en lutte armée contre la junte militaire au Myanmar. Puis ça serait très facile que le conflit déborde puis encourage les Chin de l'Inde à se rebeller. Fait que c'est quelque chose que l'Inde veut totalement éviter là, parce qu'elle en a déjà plein les bras avec ces groupes rebelles. Donc OK. justement, par exemple, si on donne plus d'armes à travers le Myanmar aux groupes rebelles en Inde, ben ça va causer un petit foyer de rébellion. Puis, finalement, Bangladesh, comme j'en ai parlé tantôt, Bangladesh est tanné des 750 000 personnes sur son territoire. Elle veut pas plus de Rohingyas, pas plus de réfugiés, déjà pas beaucoup de ressources. Donc, elle veut absolument rapatrier les Rohingyas au Myanmar. Donc, c'est se débarrasser de ceux En bon qui français, viennent, se débarrasser. Ouais. c'est ça. Exact. C'est ça qui va arriver. Ils n'ont pas assez de soutien international. Les pays financent pas suffisamment ce genre d'opération humanitaire, là, malheureusement. J'aurais une autre question. Est-ce qu'on pourrait, tu sais, te parler qu'il y avait eu des nombreuses tentatives de retour à la démocratie au Myanmar. Ça n'a pas marché. Puis en ce moment, on est encore dans un coup militaire qui veut renverser encore une fois une démocratie qui a été instaurée par eux-mêmes, justement. Donc, est-ce qu'on peut voir, est-ce on pourrait avoir l'espoir pour qu'un jour, le Myanmar puisse réellement être une démocratie? Moi, je suis certain que oui. Je suis certain que oui, parce que pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est que la jeunesse du Myanmar, les jeunes, mais en fait, toute la population du Myanmar, qui a vécu un interlude démocratique, accepte plus que les militaires soient au pouvoir. Les militaires ont zéro légitimité dans le pays. Puis, clairement, on se rend compte des atrocités qui arrivent en ce moment lorsque les militaires sont au pouvoir. Puis, les populations du Myanmar sont tannées. Ils sont prêts à se rebeller pendant longtemps, puis combattre, vraiment faire des sacrifices énormes là, pour que la junte militaire cesse au Myanmar. Il y a aussi énormément de jeunes du Myanmar qui ont été instruits à l'extérieur du pays. Par exemple, en Thaïlande, il y en a énormément. Il y en a au Canada aussi. Il y en a vraiment partout en Asie du Sud-Est qui ont pu avoir une éducation puis attendre juste le moment de pouvoir revenir pour rebâtir le pays. C'est un pays qui va devoir être rebâti. Ça va coûter des milliards de dollars, mais avec la jeunesse instruite, ils attendent juste ça. On peut aussi mettre quelques bémols, par contre, sur le travail de démocratisation. Je vais en nommer 3. Je vais me limiter à 3, mais OK. le premier, en fait, c'est qu'il y a énormément de travail de réconciliation à faire. Comme on a dit au début, les populations du Myanmar sont divisées depuis l'indépendance, en fait. Là. Il y a pas vraiment d'identité commune entre les Bamars du centre puis les minorités ethniques autour. Puis, plus les combats durent, plus les identités des minorités se renforcent, si on veut. C'est en fait plus un combat dure longtemps, plus l'altérité intergroupe se renforce, puis plus c'est dur d'avoir une réconciliation à long terme. Surtout quand on a une junte militaire Bamar qui brise les cessez-le-feu à tout bout de champ, par exemple, qui respecte pas ses ententes, puis qui est vraiment déloyale en termes de conflit. Donc, il y a ça. Et comment on va faire pour refaire une armée nationale, par exemple? Ça va être extrêmement complexe. Juste ce point-là, extrêmement complexe à refaire. Mais pour continuer sur ce que tu as dit, il y a réconcilier les ethnies qu'il y a, il y en a 135. 135. Reconnus. Ça, c'est 100 autres qui sont pas reconnus. C'est ça. Je voudrais savoir, dans le fond, est-ce que le fait qu'il y a eu du colonialisme dans ce pays et que, dans le fond, le pays est regardé comme les mêmes frontières que la colonie, un peu comme en Afrique, là, où on voit qu'il y a quand même des frontières qui sont juste ces lignes, c'est juste des lignes droites, puis ils tiennent pas vraiment compte des ethnies qui étaient là avant. Ouais. Ça pourrait-tu être une cause d'un pays, justement, qui serait souvent comme en guerre civile? C'est sûr que ça aide pas.
de là à dire que dans ce cas-ci, ça va être la cause du retour des conflits, je ne crois pas. Les frontières du Myanmar, le Myanmar a été chanceux, il a négocié la majorité de ses frontières. Ou quand ça n'a pas été négocié, ben maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité que ça rechange, fait qu'il n'y a pas vraiment de contact entre les populations des deux côtés. Ou en tout cas, pas autant que ça pourrait. Plus autant que ça pourrait. Parce que par exemple, il y avait le Nagaland, qui est un pays transfrontalier où les personnes qui habitaient au Myanmar pouvaient traverser pour aller étudier en Inde puis revenir le soir, puis il y avait vraiment pas de contrôle frontalier. Ça existe de moins en moins avec la militarisation du pays. Puis ça, c'est un pays, ça? C'est un territoire autonome, si on veut, qui traversait la frontière avec l'Inde. Et de l'autre côté, la frontière a été seulement délimitée avec la Chine, entre la Chine et le Myanmar en 1960. Donc, c'est pas les Britanniques qui ont fait la frontière. C'est vraiment les Chinois et les Bas-Morts qui se sont assis. Ils ont fait la frontière, puis ils l'ont négocié pendant plusieurs années. Ça a duré plus de 5 ans, si je me trompe pas. Donc, il y a moins ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y a des minorités transfrontalières partout. Mais le Myanmar, en fait, c'est plus l'exception que la règle en termes de construction étatique. C'est le seul pays qui n'a pas été capable de créer une vraie identité nationale commune forte qui en Asie? En Asie du Sud-Est, qui englobe la majorité de sa population. Donc, c'est vraiment plus l'exception que la règle. Fait que, par exemple, en Chine, il n'y aura pas de mouvements pro-chinois qui vont encourager des combats. Des combats au Myanmar, ça, c'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment plausible, en tout cas. Ouais. Deuxième point, où en fait, pour ajouter sur la réconciliation, on fait quoi avec les Rohingyas? Si on les ramène, en ce moment, il y a un gros débat là-dessus. Est-ce que l'Arakan Army, qui contrôle la majorité de l'État du Rakhine, est prêt ou peut être crédible dans ses promesses de rapatriement, peut être crédible dans ses promesses de redonner des terres, dans ses promesses de tolérance? Difficile à dire. On le saura pas, en fait, avant que ça arrive. C'est sûr que, d'un côté, on a le discours de l'ONU qui est très sceptique, si on veut. C'est pas juste très sceptique, c'est très critique envers l'Arakan Army. Puis de l'autre côté, on retrouve le discours du chef de l'Arakan Army qui se dit très ouvert à cette réconciliation-là où il dialogue. Donc, il y a seulement l'avenir qui va pouvoir nous le dire, malheureusement pour ça. Au niveau du deuxième point, il n'y a pas de définition. Tout le monde s'entend pour dire que ça prend le fédéralisme au Myanmar. Il n'y a pas de définition unique de ce qu'est le fédéralisme au Myanmar. OK, et on s'entend sur un mot, mais pas sur la définition. Exactement. Donc, qui va avoir raison? Qui va avoir le dernier mot aussi en termes d'organisation politique? Dur à dire. Mais plus les combats durent, plus les groupes aux frontières, par exemple le UWSA, va être intransigeant sur sa définition. Donc, c'est pas possible. Il y a un droit de veto quasiment absolu dans le pays. Il veut une autonomie presque complète. Il veut pas la sécession, mais il veut une autonomie presque complète. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du pays? Est-ce que les autres groupes ethniques vont tolérer qu'il y ait un statut spécial? Pas nécessairement. Puis c'est justement, il faut que tu négocies avec énormément de groupes qui ont un contrôle territorial le long des frontières. Donc, ça va être vraiment très complexe qu'ils s'entendent. C'est pas impossible. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être dur. Est-ce qu'une confédération pourrait être plus la solution? Seulement les personnes du Myanmar pourront nous le dire plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions, mais tant qu'on n'est pas dans le pays, puis on peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que les partis politiques veulent, il y a seulement l'avenir qui va pouvoir nous le dire. Finalement, dernier point, ça va être difficile en fait de stopper la production de drogue, puis les centres d'hameçonnage. C'est quelque chose qui a lieu dans des pays démocratiques aussi, comme la Thaïlande. Il n'y a pas juste des centres d'hameçonnage au Myanmar, il y en a en Thaïlande, il y en a au Laos, il y en a au Cambodge. Ils ont vraiment développé leur réseau. Exactement. Puis on en retrouve de plus en plus en Afrique aussi. Donc, c'est pas un problème qui est exclusif au Myanmar. Puis c'est malheureusement deux industries qui sont l'industrie du hameçonnage et la production de drogue qui sont extrêmement lucratives. Comment tu réussis à convaincre des groupes armés de laisser tomber leur source de financement? Puis ça veut dire, en fait, la même chose que laisser tomber votre rébellion, c'est fini.
Puis Nice. comment tu réussis à convaincre un groupe armé de laisser tomber sa rébellion quand ça fait plusieurs fois que, par exemple, la junte militaire ou l'armée brise des cessez-le-feu? Il n'y a pas de confiance. En tout cas, il y a difficilement de la confiance. C'est le plus long conflit civil au monde. Donc, c'est extrêmement difficile de jouer sur la réconciliation. Puis, tout le monde s'entend en fait sur seulement un point, c'est que l'armée doit retourner dans ses baraques, ne doit plus s'occuper de politique. C'est le seul point d'unité de tous les groupes armés, de tout le monde au Myanmar. Tout le monde est tanné, l'armée a zéro légitimité. Vraiment, ça serait la seule solution au conflit. Écoute, au moins on commence à quelque part. Oui. Mais en tout cas, ça conclut notre épisode pour aujourd'hui. Merci d'être venu, Alexandre Laure. Vraiment, c'est fait un plaisir de t'accueillir pour en apprendre plus sur le Myanmar. Justement, comme je disais, un pays qu'on sait très peu. J'espère que les Biapristes vont se sentir un peu plus éduqués là-dessus. Un pays vraiment très intéressant à connaître. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc, c'était A priori sur les ondes de Chiz 94.3. On se revoit pour un prochain épisode. Salut.